Bonsoir. Donc, merci à Jean-Jacques de m'avoir invité à présenter les travaux de mon laboratoire à l'Institut Pasteur. Et merci au Collège de France. Et merci aussi à Jean-Jacques pour l'introduction qui va m'éviter de devoir m'attarder dans certaines parties de l'exposé. Donc, en gros, ce que je vais vous présenter, c'est un aperçu de comment l'étude de la génétique humaine, de nos génomes, entre différents individus ou différentes populations, peut nous renseigner sur, d'un côté, l'histoire de l'homme, de ses migrations, de son brassage génétique, mais aussi de la façon comme l'homme et les différentes populations humaines se sont adaptées aux différents environnements qu'ils ont rencontrés. Et on va s'arrêter un peu sur un des phénotypes, c'est-à-dire la façon dont on s'est adapté aux agents infectieux pour mieux résister aux maladies infectieuses. Donc juste à titre un peu d'aperçu rapide de ce qui s'est passé dans la dernière décennie en génomique humaine, on a eu il y a déjà presque 15 ans le séquençage complet du génome humain, ce qui a été extrêmement utile pour comprendre où sont localisés les gènes, mais en aucun cas ça nous a donné l'outil qu'on a besoin pour faire de la génétique des populations, c'est-à-dire la diversité génétique entre nous. On n'est pas tous des clones, on a des différents génomes, et il y a des différences, que ce soit entre individus du même groupe ethnique ou entre différentes populations. Et c'est pour cela qu'il y a eu ensuite différents consortiums internationaux qui avaient comme but principal de caractériser cette diversité génétique entre individus, entre populations humaines, afin de fournir d'une façon gratuite à la communauté scientifique une carte génétique pour que ça soit utilisé soit pour des buts de génétique des populations, de démographie, de migration, d'adaptation au milieu, soit dans des fins plus médicales. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de notre diversité génétique? On sait déjà, quel que soit le type de marqueur génétique qu'on va utiliser, qu'on est une espèce très peu diverse. Si on la compare, en tout cas, avec d'autres espèces de primates. On voit ici les humains, que ce soit ici ou ici, et on peut voir que par rapport à d'autres primates, comme les chimpanzés ici ou les gorilles ici, on montre très peu de diversité. Cette très peu de diversité génétique est due, comme Jean-Jacques Hublin a dit tout à l'heure, parce qu'on est une espèce qu'on s'est originée récemment en Afrique. Quand on compare aussi de tout cette peu, mais quand même, de la diversité qu'il y a entre nous, on sait déjà que la plupart de cette diversité va expliquer les différences entre deux individus, quelle que soit leur origine ethnique ou géographique. Ici, c'est écrit, je l'illustre en jaune, vous voyez que la plupart des différences génétiques qu'on trouve ici, dans cette salle, sont complètement indépendants aux origines ethniques ou géographiques. Donc, sont juste des différences 2 à 2 entre deux individus. Ce qui, encore une fois, reflète nos origines récentes en Afrique, et ceci d'une façon différente à d'autres espèces de primates, comme par exemple le chimpanzé ou les gorilles, où la plupart de la diversité génétique, ici en bleu, est expliquée par des différences entre populations de chimpanzés et non pas juste entre individus. Donc, toute cette diversité génétique qu'on sait qu'elle existe aujourd'hui, on sait qu'elle est faible, mais on sait aussi que si on prend deux individus au hasard dans une population, dans cette salle, quelles que soient à nouveau les origines ethniques ou géographiques, il va y avoir que 0,1% de leur génome qui va différer. 0,1% de 3 milliards de bases fait quand même 3 millions de différences, 3 millions de différences avec lesquelles, en génétique humaine, on peut travailler. La plupart de ces différences que je montre ici en bleu sont des différences qu'on appelle neutres, c'est-à-dire qui n'ont pas d'effet sur les phénotypes. Les phénotypes étant des phénotypes bénins, comme on peut être plus grand, plus petit, avoir différentes couleurs de peau, mais aussi des phénotypes médicaux. On peut être plus vulnérable à développer une tuberculose ou un paludisme. Donc l'étude de ces mutations bleues dites neutres est très utile pour comprendre les origines de l'homme et les migrations. Une partie de ces mutations
va avoir un impact sur les phénotypes, bénins ou associés à des maladies. Donc une partie de ces mutations est responsable de nos différents simplement apparents physiques. Une partie de ces mutations est responsable aussi d'autres phénotypes, comme par exemple nos différentes adaptations au climat, à la vie en altitude, par exemple. Une partie de ces différences génétiques explique pourquoi on n'est pas tous égaux face au métabolisme de certains aliments, comme le lait, on verra un exemple. Une partie encore de cette diversité génétique explique pourquoi on n'est pas tous égaux face au traitement thérapeutique. Ça veut dire quoi? On rentre dans la discipline de la pharmacogénétique, c'est-à-dire dans quelle mesure notre bagage génétique est en tout cas en partie responsable à la façon dont on va répondre à, par exemple, un antibiotique suite à une tuberculose. Et une des choses dont mon laboratoire s'occupe, dont je vais en parler très peu aujourd'hui aussi, c'est comment cette diversité génétique de l'hôte influence nos différentes vulnérabilités, soit à être infecté par un agent infectieux, soit une fois on est infecté, à développer une maladie infectieuse. Donc, toutes ces études de génome humain nous amènent à quelque part rigoler du sens de, comme on disait il y a 15 ans, la séquence du génome humain de référence. Parce que chacun de nous, on va différer par rapport à cette séquence de référence à 10 millions de mutations, à 10 000 mutations qui changent l'acide aminé de la protéine. Chacun de nous peut avoir jusqu'à 300 gènes qui sont activés, inactivés, ce qui pose des questions sur le niveau de redondance dans le génome humain. Et chacun de nous, heureusement à l'état hétérozygote, on peut avoir jusqu'à 100 mutations qui ont été déjà associées à une maladie. On sait aussi que l'histoire des populations humaines va influencer le fardeau de mutations délétères qu'on porte. Plus la population est petite, plus la population a subi des effets de goulot d'étranglement ou des effets fondateurs comme les Québécois, les Finnois, les Finlandais, les Islandais, etc., plus de mutations délétères ils vont porter. Parce que la sélection naturelle n'a pas eu le temps encore de purger ces mutations naturelles de ces populations-là. Donc, une des choses qu'on s'occupe en génétique humaine et biologie évolutive, c'est quel est l'impact de ces mutations dans les phénotypes humains et éventuellement d'identifier des phénotypes humains adaptatifs, c'est-à-dire des phénotypes humains qui nous ont permis de mieux nous adapter à l'environnement. Et alors, quelles sont les forces qui vont agir sur toute cette diversité génétique? On a évidemment des forces génomiques, comme la mutation. On a des forces démographiques. Une population, comme je vous disais, en expansion démographique, va montrer en moyenne bien plus de diversité génétique qu'une population qui a subi un goulot d'étranglement. Et la sélection naturelle. La sélection naturelle, que ce soit pour mieux résister aux pathogènes, et toutes ces forces-là influencent notre diversité génétique, qui à la fois est responsable, en tout cas en partie, de la diversité phénotypique, aussi bien au sein d'une population qu'entre différentes populations humaines. Alors, qu'est-ce que la génétique nous a appris par rapport à l'histoire de l'homme et les migrations humaines? Comme vous avez vu dans l'exposé précédent, on sait aujourd'hui que hors d'Afrique, on a moins de diversité génétique qu'en Afrique et que la diversité génétique qu'on trouve dans les populations non africaines est essentiellement un sous-ensemble de ce qu'on trouve déjà en Afrique, ce qui a été utilisé depuis la fin des années 80 avec les premières études de l'ADN mitochondrial et le chromosome Y jusqu'à il y a 3 semaines avec les différentes études qui sont sorties basées sur les génomes complets qui soutient l'origine récente de notre espèce en Afrique. Toutes ces études dans leur ensemble, ce qu'ils montrent, c'est que l'homme aurait quitté l'Afrique entre 50 et 100 000 ans pour, avec un fort goulot d'étranglement, c'est le premier grand effet fondateur de notre histoire, c'est-à-dire la sortie d'Afrique pour fonder l'Europe et l'Asie. Très tôt, l'Asie du Sud et l'Australie, pour finalement
arrivait beaucoup plus tard, probablement en 2 fois, en Amérique. Si on regarde le niveau de diversité génétique de l'Afrique jusqu'à la dernière colonisation, c'est-à-dire le sud de l'Amérique du Sud, on va voir que la diversité génétique va diminuer d'une façon progressive. Avec ces études qu'on peut faire aujourd'hui, que avant, quand j'ai commencé ma thèse, déjà c'était un espoir pour pouvoir séquencer 200 nucléotides de l'ADN mitochondrial, c'est-à-dire celui qui est hérité par la voie maternelle. Aujourd'hui, en gros, en quelques heures, on peut avoir l'information sur 5 millions de mutations de notre génome. Qu'est-ce qu'on a su déjà il y a 6-7 ans? Ce sont des études de différents groupes qui avaient montré que quand on utilise des centaines de milliers de mutations dans nos génomes, on reproduit toujours systématiquement ce qu'on savait sur la base de l'ADN mitochondrial et le chromosome Y, c'est-à-dire les populations africaines montrent plus de diversité que les populations non africaines, et les populations non africaines trouvent leurs racines dans les populations africaines. On peut parler aussi, ça nous a permis aussi de comprendre le niveau de structure génétique dans les populations humaines, c'est-à-dire dans quelle mesure on peut, malgré le peu de différences génétiques, on peut structurer les populations humaines, c'est-à-dire on peut voir s'il y a des différences génétiques entre elles pour essayer de reconstruire leur histoire. On peut voir ici qu'on peut trouver une structure importante déjà en Afrique. En gros, vous voyez que la plupart des différences sont expliquées par les différences entre les groupes de chasseurs-cueilleurs pygmées ici et Hadza de l'Afrique de l'Est par rapport aux populations d'agriculteurs locuteurs des langues bantoues. On peut aller à des continents quelque part moins exotiques et un peu plus ennuyants d'un point de vue génétique, comme l'Europe, et on peut voir que malgré tout, même en Europe, qu'on est extrêmement semblant d'un point de vue génétique, on peut voir que les différences génétiques, ça c'est environ 3000 échantillons de différentes populations d'Europe, vous pouvez voir ici comment la structure génétique des populations européennes reflète presque parfaitement la carte géographique de l'Europe, avec la France ici, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, etc. On peut encore creuser plus, et dans des régions comme l'Afrique du Nord ou le Moyen-Orient, on peut toujours trouver une structure génétique de population, ce qui est important pour reconstruire pas seulement leur histoire, mais aussi pour mieux étudier leurs différentes susceptibilités à certaines maladies, notamment dans certaines populations, suite à des comportements sociaux, comme l'endogamie par exemple. Je ne veux pas réexpliquer ce que c'était expliqué juste avant, mais on sait aujourd'hui que l'homme moderne, Homo sapiens, s'est mélangé aussi bien avec les Néandertaliens qu'avec les Denisoviens, avec des taux qui peuvent aller de 2 à maximum environ 6% si on part du mélange entre Denisova et les populations d'Asie du Sud-Est. Mais toutes ces moyennes qu'on fait, qu'on dit telle population, à 0,6% de Néandertaliens, celle-là elle en a énormément, ça arrive à 2,1%, ce sont des moyens du génome. Évidemment, ce n'est pas tout le génome qui va être à 2,1 d'origine néandertalienne. Donc, ce que ça a été assez intéressant il y a 2-3 ans, c'est ce groupe-là, il y a 2 ans d'ailleurs, ils ont montré que si cet degré de, si je peux me permettre, de néandertalitude au sein du génome humain est normalement à 0, surtout dans tout ce que sont les gènes. Quand Jean-Jacques Hublin disait il y a une espèce de purge tout au long de notre histoire contre cette introgression néandertalienne, mais il y a certaines régions du génome qui peuvent arriver à 64% d'origine de provenance néandertale. On va en parler tout à l'heure par rapport à ce qu'ils ont pu nous donner ou ce que nous on a emprunté d'eux par rapport à notre réponse immunitaire. Donc si on arrive à aujourd'hui ça veut dire il y a à peu près 3 semaines, ça c'est un des 3 grands articles qui ont sorti dans la revue, le journal Nature, et celui-là est basé sur 300 génomes humains complets des différentes populations humaines, 142, et qu'est-ce qu'il montre?
Donc finalement, ce qui montre, c'est à peu près la même chose toujours. Les populations africaines, plus de diversité, et moins de diversité, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'Afrique. Ils ont réévalué également le niveau d'introgression de Néandertal ici et de Denisova ici. Et ce qu'ils ont vu, que c'est quelque chose qu'on savait plus ou moins déjà, c'est que ce niveau de Néandertal peut aller jusqu'à 3%, plus c'est jeune ou plus de Néandertal origine il y a. Et donc ils ont vu ce que les scientifiques qui s'intéressent à cela savaient déjà, qu'il y a plus d'origine néandertale en Asie de l'Est qu'en Europe. Et par rapport à l'introgression dénisovienne, de l'introgression en Asie du Sud-Est, et surtout et beaucoup dans la Papouasie-Nouvelle-Guinée et plus généralement dans les îles de la Mélanésie. Dans mon laboratoire, plus spécifiquement, on s'intéresse à comment une des plus grandes transitions dans l'histoire de l'homme, c'est-à-dire le passage d'un mode de vie nomade, chasseur-cueilleur, à un mode de vie sédentaire, agriculteur, a influencé d'une part notre histoire démographique et d'autre part notre adaptation au milieu. Il y a environ 10 000 ans, les premiers chasseurs-cueilleurs commencent à faire cette transition vers un mode de vie agriculteur au Moyen-Orient. Et cela entraînait d'un côté, d'une part, une explosion démographique, des migrations humaines, et d'autre part, une relation différente avec l'environnement, notamment l'environnement infectieux. Explosion démographique, certains micro-organismes ont besoin d'une masse critique dans la population pour l'infecter. Donc ça, c'est une des questions qu'on se pose dans le laboratoire, essayer de comprendre comment cette transition aussi a influencé pas seulement notre histoire démographique, mais notre santé. Et pour cela, on étudie en particulier l'Afrique centrale. Et pourquoi l'Afrique centrale? Entre autres, parce que c'est un des derniers endroits du monde où il y a encore des chasseurs-cueilleurs, ce qu'on connaît comme des pygmées. Vous voyez ici les différents groupes de pygmées à l'ouest, notamment à l'ouest de l'Afrique centrale. Ils sont localisés dans tout ce que c'est la forêt équatoriale de l'Afrique centrale, dans la partie ouest, notamment au Gabon et au Cameroun, et dans la partie est, où il y a la communauté la plus grande, c'est en Ouganda. On sait que l'Afrique, il y a environ 3-5 000 ans, l'agriculture a commencé à se diffuser à partir du berceau de l'agriculture qui se localise ici, au sud du Nigeria et au nord du Cameroun. Et l'agriculture a diffusé au reste de l'Afrique subsaharienne ensemble avec la diffusion des langues bantoues. Donc, la question qu'on se pose, nous, c'est quel est l'impact de la diffusion de l'agriculture d'un point de vue génétique sur l'histoire démographique et adaptative de l'homme. Donc, au cours des dernières années, on a étudié avec différents niveaux de résolution allant de l'ADN mitochondrial, le chromosome Y, jusqu'aux études génome entier, différentes populations de pygmées chasseurs-cueilleurs, en collaboration avec l'Université de Montréal et le Musée de l'Homme ici à Paris, et des populations d'agriculteurs en collaboration avec l'Université de Lyon. Ce qu'on a pu voir déjà il y a quelques années, on a pu dater avec des méthodes bayésiennes le moment auquel les populations qu'on appelle aujourd'hui pygmées et les populations que sont devenues il y a 3-5 000 ans des agriculteurs se sont séparées il y a déjà 60 000 ans. Ce qui montre que déjà c'était deux groupes de chasseurs-cueilleurs qui étaient distantes il y a bien longtemps. Et que les populations de pygmées de l'Ouest et pygmées de l'Est se sont séparées il y a environ 20 000 ans, le moment qu'on sait qu'il y a un retrait de la forêt, il y aurait laissé deux poches de survie où ces deux groupes se seraient séparés. Plus récemment, ce qu'on a montré, c'est quelque chose un peu plus étonnant. Ici, vous voyez, en gros, il y a différentes populations ici en vert de pygmées de l'Ouest, ici en gris, pygmées de l'Est, et en rouge, c'est les populations d'agriculteurs.
Et ce qu'il faut voir ici, c'est que les couleurs reflètent différents composants génétiques. La seule chose qu'il faut regarder ici, c'est voir que dans les groupes de pygmées, il y a du rouge. Et ce rouge, ça montre, ça témoigne un brassage génétique, un flux de gènes par mélange des agriculteurs, ici en rouge, vers les différents groupes de pygmées à différents niveaux. Donc, on s'est demandé si les populations d'agriculteurs ont commencé ce qu'on appelle les expansions bantoues il y a 3000 ans, de l'Afrique centrale de l'Ouest jusqu'au reste de l'Afrique. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'ils commençaient, lors de ces migrations, qui ont dû traverser la forêt équatoriale, se mélanger avec les pygmées? Donc la réponse est non. On a pu dater que les événements les plus anciens de mélange génétique entre ces deux populations sont environ 900 ans et avec une moyenne de 400 ans. Donc c'est un mélange génétique relativement récente. Et la deuxième chose qu'on a pu montrer, c'est que les goulots d'étranglement connus pour caractériser les différentes populations de pygmées datent d'il y a entre 10 000 et 30 000 ans, et que les expansions qu'on connaît aujourd'hui des populations bantoues sont des expansions démographiques qui sont arrivées il y a entre 7 et 10 000 ans. Ce qui nous a permis de mettre un peu en cause le dogme classique que c'est que l'agriculteur s'origine, ça entraîne une explosion démographique qui va entraîner un mélange avec les populations de chasseurs-cueilleurs locales. Parce que ce que nos données suggèrent, c'est que, mais un peu à l'inverse, le lien de causalité, c'est que les populations de ceux que sont devenus des agriculteurs bantous, c'était déjà une population de chasseurs-cueilleurs, d'un point de vue démographique, avec beaucoup de succès. Ce qui les a amenés à devoir adopter la nouvelle technologie et après, évidemment, de diffuser dans les autres régions de l'Afrique subsaharienne, ensemble avec leur technologie, l'agriculture et les nouvelles langues bantoues, que pour la plupart, ils ont imposé aux populations locales qu'ils ont rencontrées. Donc, ça serait un peu un résumé, avant de passer à la partie d'adaptation à l'environnement, de ce qu'on sait aujourd'hui des différents mouvements de population à partir de l'Afrique, des premières migrations et les grands premiers goulots d'étranglement il y a entre 40 et 80 000 ans hors d'Afrique, aux migrations qu'il y a eu au centre de l'Afrique reliées aux expansions des langues bantoues et de l'agriculture, au mélange avec Néandertal et Denisova, pour finalement arriver dans les Amériques. Mais je vous disais que l'histoire de l'homme n'est pas que l'histoire démographique de notre espèce. On sait que l'homme est sorti d'Afrique, il y a eu plusieurs migrations qu'on vient de voir, mais l'homme a dû s'adapter aux différentes conditions qu'il a rencontrées, que ce soit différents climats. L'homme a dû s'adapter aussi aux différentes ressources nutritionnelles qu'il a rencontrées lors de ses migrations et aussi aux différents pathogènes qu'il a rencontrés. Donc la base de la sélection naturelle, c'est que des variants génétiques qui vont nous permettre de mieux nous adapter, que ce soit à différentes conditions climatiques, nutritionnelles ou pathogéniques, seront sélectionnés. En utilisant la diversité génétique humaine et différents tests statistiques, on peut aujourd'hui se poser la question de qu'est-ce que nous a permis de mieux survivre par rapport soit à différentes espèces, soit par rapport à d'autres populations humaines. Donc on peut interroger les effets de la sélection naturelle, aussi bien de l'homme dans son ensemble par rapport à des espèces d'il y a 6 millions d'années, comme par exemple, qu'est-ce que nous distingue à nous par rapport aux chimpanzés? Quels sont les gènes qui ont participé à l'humanisation? Donc, serait sous sélection positive dans l'ensemble de notre espèce. Mais on peut aussi regarder d'autres aspects de la diversité génétique qui nous permettent de dire quels sont les gènes qui ont permis aux Africains, aux Asiatiques, aux Européens, au Sud-Est asiatique, où vous voulez, permettre une meilleure adaptation à leur milieu. Parce qu'évidemment, l'espèce humaine elle est
très cosmopolite, on est partout, et on a dû s'adapter à des milieux très différents. Au cours des dernières années, il y a eu beaucoup d'études, y compris des nôtres de mon laboratoire, qui se sont occupées à essayer de comprendre dans quelle mesure la sélection naturelle a participé à la différenciation des populations humaines. C'est-à-dire, on est tous différents, que ce soit au sein d'une population, mais aussi entre populations humaines. Donc, est-ce que cette différenciation phénotypique des populations humaines, aussi bien par rapport à des traits bénins, comme nos différences physiques, mais aussi par rapport à certaines maladies, est-ce que c'est le produit du hasard? Simplement, l'homme quitte l'Afrique, il y a la dérive génétique, ou dans quelle mesure la sélection naturelle a participé à cette différenciation phénotypique qui serait un reflet de nos différentes adaptations au milieu. Il y a différentes façons de regarder ça, mais laissez-moi juste vous montrer une des façons de le faire. Pour cela, on repart en Afrique, où on habitait tous il y a 70 000 ans, et ici, vous avez une mutation bleue et une mutation rouge. Et la mutation rouge, par exemple, elle ne fait rien, elle est neutre, elle n'a aucun impact sur le phénotype. Donc, on se sépare, un Africain et Européen, je n'ai pas la place de mettre toutes les autres populations, et il en arrive jusqu'aujourd'hui. Donc, la fréquence de la mutation rouge, au cours des générations, va fluctuer par ce qu'on appelle dérive génétique, c'est-à-dire que le hasard. Donc, si vous comparez le génome des Africains d'aujourd'hui et des Européens, par exemple, d'aujourd'hui, pour la plupart de nos mutations, on a exactement les mêmes fréquences. Donc, la plupart de nos génomes, en gros, sont pareils. Mais dans des cas un peu exceptionnels, ce qui peut se passer, c'est qu'on repart en Afrique il y a 70 000 ans, et là, on a une mutation rouge. Mais la mutation rouge, cette fois-ci, elle n'est pas neutre. Elle a un effet sur le phénotype. Et on va dire que, par exemple, cette mutation rouge protège contre le paludisme. Donc, on a encore les Africains et les Européens qui héritent cette mutation rouge, mais là, on va mettre une différence. Et la différence, c'est du paludisme en Afrique et pas du paludisme en Europe, mais vous pouvez le faire à l'envers si vous voulez. Et on fait arriver ça jusqu'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui va se passer? En Afrique, cette mutation va augmenter en fréquence pour permettre à la population de survivre face au paludisme, tandis qu'en Europe, cette mutation va rester à faible fréquence, voire disparaître. Évidemment, j'ai exagéré énormément ici le cadre. Vous pouvez mettre 2-3 petits hommes bleus ici et 1 ou 2 rouges si vous voulez. Mais ce qu'on se demandait, est-ce que ces situations-là existent déjà chez l'espèce humaine? La réponse est très peu, mais oui. Parce que c'est très peu, mais oui, devrait nous aider à identifier les gènes qui ont participé à cette adaptation. Donc la réponse est très peu, mais oui, et ça arrive surtout dans des mutations qui changent l'acide aminé d'une protéine ou dans des mutations qui sont impliquées dans la régulation de l'expression génique. Donc la question suivante, c'est qui sont ces gènes-là, ces rares gènes qui montrent autant de différences entre populations humaines? Et quand on regarde qui sont ces gènes-là, on trouve des gènes impliqués dans des traits morphologiques comme la pigmentation de la peau ou le développement des cheveux. Il ne faut pas faire de la génétique pour savoir que c'est un phénotype qui varie entre populations humaines, mais nous permet aussi d'identifier des gènes impliqués dans la réponse immunitaire aux pathogènes, chose qui nous intéresse à nous tout particulièrement et qu'on sait qui varie entre populations humaines, et des gènes aussi, par exemple, impliqués dans le syndrome métabolique, c'est-à-dire obésité, diabète, hypertension, un autre phénotype, un autre trait qu'on sait qui a une incidence variable entre populations humaines. Je vais vous montrer 2 cas classiques aujourd'hui d'adaptation génétique de l'homme à son milieu. Un des cas, c'est la digestion du lait. Vous savez que l'état ancestral de nous par rapport à la digestion du lait, c'est qu'après la période de sevrage, l'enzyme responsable
du métabolisme du lait chute, donc on ne peut pas boire du lait. Et vous savez également que la plupart d'entre nous, en tout cas d'origine européenne, entre 40 et 90% au nord de l'Europe, on peut continuer à boire du lait à l'état adulte. On connaît aujourd'hui les bases génétiques de cela. C'est une mutation à côté du gène impliqué, ce qu'on appelle le gène de la lactase, impliqué dans ce qu'on appelle la persistance du trait pour métaboliser le lait. Mais on sait aujourd'hui, et ça c'est un groupe de Sarah Tishkov aux États-Unis qui avait montré ça, qu'ils ont identifié, on savait déjà que certaines populations, ici en bleu, c'est la capacité à continuer à digérer le lait à l'âge adulte. Que certaines populations de pastoralistes en Afrique aussi pouvaient continuer à boire du lait à l'âge adulte. Et ce qui a été montré, c'est que ce sont des mutations différentes en Europe et en Afrique, que sont toutes ces mutations associées au même phénotype, la capacité à boire du lait à l'âge adulte, que c'est une des signatures de sélection naturelle les plus importantes de nos génomes, en Europe et en Afrique. En Europe, il y a 3000 et 7000 ans. Excusez-moi, en Afrique, il y a entre 3000 et 7000 ans, et en Europe, il y a entre 8000 et 9000 ans. Ce qui soutient l'hypothèse qu'au moment où les populations ont commencé à faire la transition vers un mode de vie pastoraliste ou agriculteur, la capacité à pouvoir boire du lait dans l'âge adulte a été un facteur de sélection majeur dans notre espèce. Une étude plus récente et assez pionnière d'ailleurs, c'était essayer de comprendre comment l'homme a pu s'adapter à la vie en altitude. On sait que par exemple au Tibet, les populations habitent à 4000 mètres d'altitude, où il y a environ 40% moins d'oxygène. Donc la question qui se sont posées ces chercheurs-là, c'est est-ce qu'il y a des bases génétiques qui permettent aux Tibétains de vivre très bien en hypoxie, c'est-à-dire en des conditions extrêmes de peu d'oxygène? Et la réponse était oui. Ils ont comparé pour cela les génomes des Tibétains et des Chinois Han, c'est-à-dire deux populations qui en gros sont parfaitement pareilles d'un point de vue génétique. Ils ont essayé de dire s'il y a quelque chose de génétique qui différencie ces deux populations et qui a permis aux Tibétains de vivre en altitude, on a beaucoup de puissance parce qu'on est en train de travailler sur deux populations où la plupart de leur génome est pareil. Et la réponse est oui. Il y a très peu de différences. Vous voyez qu'en gros, ça montre que la plupart des mutations s'alignent sur la diagonale ici. Ça veut dire même fréquence allélique chez les Tibétains et chez les Chinois. Mais ils ont trouvé ce gène-là, qui s'appelle EPAS1, qui est présent, une mutation qui est présente dans 85% des Tibétains et environ que 5% chez les Chinois, qui a permis aux populations tibétaines de mieux vivre en altitude. Donc, dans notre cas, nos intérêts, c'est l'adaptation à l'environnement pathogénique. Et pourquoi on s'intéresse à l'histoire adaptative de l'homme dans un cadre de maladies infectieuses? Tout d'abord, parce qu'on sait que les maladies infectieuses ont été une cause de mortalité majeure jusqu'à hier d'un point de vue évolutif. Regardons ici en Europe, en Angleterre par exemple, il n'y a que 120 ans, fin du 19e, que 38% de la population, c'est la courbe jaune, 38% de la population arrivait à l'âge de 40 ans. Aujourd'hui, en Angleterre, l'année 2000, 99% de la population arrive à l'âge de 40 ans. Ça, c'est grâce à tout ce qui est arrivé au début du XXe siècle, c'est-à-dire le développement des antibiotiques, hygiène et vaccins. Mais on sait que les maladies infectieuses continuent à être un fléau majeur pour notre survie, notamment dans des pays, comme vous pouvez voir ici par exemple en violet, c'est le Mozambique, la même année que l'Angleterre, c'est-à-dire l'année 2000, environ que 50% de la population arrive aux 40 ans. Pas seulement les maladies infectieuses, on sait qu'ont été et continuent à être une cause de mortalité majeure, mais on a déjà des exemples de comment ils ont participé à la sélection naturelle. Exemple classique, le cas des individus porteurs
à l'état hétérozygote de l'allèle S de l'hémoglobine, ces individus-là sont protégés contre le paludisme à Plasmodium falciparum, même si le prix à payer, c'est que les individus homozygotes, c'est-à-dire ceux qui ont les deux versions de l'allèle S, vont développer une drépanocytose. Ça, c'est juste pour vous montrer comment une mutation perd de fonction. Dans le milieu médical, quand on parle d'une mutation perd de fonction, l'absence d'un gène, souvent c'est quelque chose de très grave. Ça, c'est pour vous montrer que parfois perdre quelque chose, ça peut être bon. Ça, c'est une mutation qui fait que vous n'exprimez pas un récepteur, le récepteur d'AFI, en gros, et les individus qui n'ont pas ce récepteur, ce qui peut être jusqu'à 100%, ici vous voyez les fréquences de cette mutation, perdent de fonction en Afrique. En Afrique centrale, ça arrive jusqu'à presque 100%, sont protégés contre l'infection à paludisme par Plasmodium vivax. Donc ça montre comment parfois perdre une fonction peut être avantageux. Au cours des dernières années, on a identifié environ 180 gènes impliqués dans la réponse immunitaire qui ont conféré un avantage adaptatif d'une façon population spécifique. Autrement dit, les gènes que je montre ici, peu importe qu'ils sont, arborent de la variabilité fonctionnelle qu'elle est différemment distribuée entre les populations humaines et qui pourrait donc être à la base de nos différentes susceptibilités, aussi bien aux maladies infectieuses qu'aux maladies qui découlent d'un dysfonctionnement de notre système immunitaire, c'est-à-dire allergie, auto-immunité, inflammation. Une de nos buts principaux d'aujourd'hui continue à être essayer de disséquer la signature moléculaire que chaque type de sélection naturelle va laisser dans nos génomes et faire des parallélismes entre comment les différents gènes de notre génome évoluent et la façon dont ils vont être impliqués dans des maladies. Vous avez ici la sélection négative ou sélection purifiante. Ici, vous avez le passé et vous avez ici le présent. Vous voyez qu'il y a différentes mutations en bleu, c'est-à-dire neutres, mais il y a des mutations qui apparaissent en noir, qui sont des mutations délétères. Donc la sélection négative a comme but, en gros, de purger la population des mutations délétères. Donc les gènes qu'aujourd'hui montrent de signature de sélection purifiante sont des gènes qui sont extrêmement conservés, sont des gènes qui peuvent accumuler très peu de variabilité. Identifier ce type de gènes, c'est une façon d'identifier des gènes qui seront impliqués dans des maladies sévères et rares. On va voir un exemple de ça. Tandis que les gènes qui évoluent, par exemple, sous sélection positive, c'est-à-dire une mutation avantageuse qui augmente en fréquence dans la population, ou des gènes qui évoluent sous sélection balancée, en gros, c'est une forme de sélection positive où l'avantage, c'est être hétérozygote, seront impliqués dans des traits ou maladies beaucoup plus complexes. Au cours des dernières années, on s'est beaucoup focalisé sur le gène du système immunitaire inné. Qu'est-ce que c'est l'immunité innée? C'est simplement quand on est infecté, on a tout un système de récepteurs qui vont débarquer, ils vont reconnaître que quelque chose d'étranger, potentiellement pathogénique, est rentré dans notre corps et ils vont déclencher le signal d'alarme. On a pu identifier, ici en couleur, la façon dont la sélection naturelle a agi sur ces gènes. Les plus rouges sont ceux qui évoluent sur sélection purifiante, c'est-à-dire très conservés, donc essentiels et non redondants. Donc, s'il y a des mutations dans ces gènes, on prédit que ces gènes seront impliqués dans un phénotype sévère et rare dans la population. On l'a identifié, on a montré que par exemple ces gènes-là, qui s'appellent des TLR, des récepteurs de type TOL, qui sont impliqués dans la reconnaissance des virus principalement, qui évoluent sous sélection purifiante très forte. Le groupe de Jean-Laurent Casanova à l'hôpital Necker a montré que des mutations dans ce type de gènes, notamment TLR3, sont impliquées dans un phénotype très rare et sévère
que c'est l'encéphalite herpétique chez les enfants. Ce qui donne la preuve de concept de l'utilité de l'approche évolutive et de génétique de population, aussi pour répondre à des questions de type médical. Ça nous permet aussi d'identifier des gènes qui présentent ce qu'on appelle une redondance immunologique. Par exemple, quand on voit que ces gènes-là, TLR5, jusqu'aux 30% des Européens et des Africains du Nord, on a une mutation qui nous rend sans TLR5, ça veut dire qu'on peut vivre très bien sans ce gène. Et ça nous renseigne sur le niveau de redondance de cette fonction que c'est la reconnaissance des bactéries flagellaires. Autrement dit, quand on n'a pas ce gène-là, il doit y avoir d'autres gènes qui prennent la charge. On a pu identifier aussi des événements de sélection positive reliés au système immunitaire. Et par exemple, ici, ce qu'on avait montré il y a quelques années, c'est un haplotype, c'est-à-dire un ensemble de mutations dans une région toujours des gènes TLR, récepteurs de l'immunité innée, qui a avantagé, dans ces cas-là, principalement la population européenne. On a pu comprendre après que cet avantage évolutif, c'est un avantage évolutif pour avoir une réponse immunitaire moins forte. Ce que soulève des questions, ça peut paraître contre-intuitif, mais ce que soulève la question de comment bien reconnaître un pathogène, déclencher le système de réponse immunitaire innée et éventuellement adaptative, sans trop exagérer cette réponse qu'on appelle inflammatoire pour éventuellement neutraliser le pathogène, qu'une réponse inflammatoire trop forte peut se révéler aussi nuisible pour notre organisme. Cette même mutation, par exemple, qu'on a trouvée comme étant la cause de cet avantage évolutif pour avoir une réponse inflammatoire moins forte, a été associée à une protection à la tuberculose. Plus récemment, on a voulu scanner, faire un balayage du génome entier pour comprendre dans quelle mesure tous les gènes de notre système immunitaire inné, qui sont environ 1500 gènes, dans quelle mesure ils ont été touchés par la sélection positive. Ceci nous a permis d'identifier différents gènes en Afrique, en Europe et en Asie, qui ont de la variabilité fonctionnelle chacun d'eux, qui a donné un avantage évolutif à chacune de ces populations. Notre approche nous permet pas seulement de dire ce gène-là, par exemple CD36, qu'on sait qui protège contre la malaria en Afrique, a été soumis à la sélection positive, mais notre approche nous permet aussi d'identifier la mutation adaptative, en tout cas la plus probable, la mutation qui a conféré ou qui est associée au phénotype adaptatif. Et aussi, la question qu'on s'est posée là, c'est dans quelle mesure tous ces événements de sélection positive reliés à la réponse immunitaire sont associés à une période de temps en particulier ou sont à peu près, on peut dater pour chaque mutation, à nouveau avec des estimations bayésiennes, quel est le moment où la sélection naturelle a eu lieu. Et ce qu'on a vu que dans la plupart des cas, parce que c'est intéressant, l'âge de la sélection, c'est entre il y a 6000 et 13 000 ans, ce qui, à nouveau, coïncide avec la période de transition entre mode de vie chasseur-cueilleur et mode de vie agriculteur. Enfin, on s'est posé la question, si on se mélangeait avec Néandertal, si on sait qu'une petite partie de nos génomes est d'origine néandertalienne, est-ce qu'on a hérité plus que le hasard voudrait des mutations de Néandertal associées à des phénotypes immunitaires? Et la réponse est oui. Aussi bien les Européens que les Asiatiques, pour ceux qui regardent les gènes de l'immunité innée, le niveau d'origine néandertale est plus fort que pour le reste du génome. Ça nous a permis, ici par exemple, chaque ligne c'est un individu, ça c'est le groupe de gènes TLR1, 6, 10, impliqué à nouveau dans la réponse immunitaire innée, et vous pouvez voir qu'en ligne bleue, il y a des haplotypes hérités de Néandertal, et vous pouvez voir que notamment pour TLR1, le pourcentage de
à nouveau néandertalitude, est très élevé. Un groupe, d'ailleurs, du même institut où Jean-Jacques Hublon travaille, a montré la même chose, au même temps, le même mois et dans le même volume d'American Journal of Human Genetics. Plus récemment, ce n'est pas encore publié, mais ça va l'être en quelques semaines, en faisant une étude phénotypique de deux populations africaines et européennes, où on a pu mesurer leur réponse immunitaire, la variabilité de leur réponse immunitaire, et associer cette variabilité de réponse immunitaire à leur background génétique. Ce qu'on a pu montrer, c'est que les Européens ont acquis de Néandertal de mutations qui régulent l'expression génique beaucoup plus que le hasard voudrait. Mais quand on s'occupe de la réponse immunitaire, on a pu montrer que les Européens, on a emprunté à Néandertal surtout des mutations qui seront impliquées dans les réponses aux infections virales. Enfin, ce dernier exemple, c'est juste pour vous montrer comment aussi l'ADN ancien peut nous aider beaucoup à faire des vraies études génétiques de population. Avant, l'ADN ancien permettait, comme Jean-Jacques Hublon a dit tout à l'heure, de comparer Néandertal, Denisova, on a aujourd'hui 3 ou 4 ou 10. Avant, on en avait juste un et on faisait des études interespèces. On comparait juste 2 génomes. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de génomes de dizaines d'individus anciens. Ici, c'est un exemple d'une étude récente qui a été faite par des collègues américains. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était suivre la diversité génétique des différents Homo sapiens, c'est dans ces cas-là. Donc, c'est une étude génétique de population parce qu'il y en avait 200 génomes anciens de différentes tranches de temps qui va à peu près d'il y a, je ne vois pas très bien, mais ça doit être 9000 à il y a 1000 ans à peu près. Et ils se sont dit, en comparant les changements de fréquence très rapides au cours du temps, parce que là, il peut faire vraiment un changement au cours du temps, on va identifier les mutations, pas seulement qui sont sous sélection positive très forte, c'est-à-dire qui changent et augmentent en fréquence vite, mais qui l'ont continué à être jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et ils ont identifié le gène de la lactase, à nouveau, mais aussi des gènes impliqués dans différents phénotypes, y compris la réponse immunitaire innée, à nouveau TLR1, 6 et 10, ce qui montre que la sélection a continué, en tout cas pour ces gènes-là, à être active dans les dernières 6-7 000 ans. Il y a une étude aussi pas publiée qui montre une méthode, dans ce cas-là, qui nous permet de détecter la sélection naturelle dans les dernières 2000 ans jusqu'à aujourd'hui. Comment certaines mutations et certains phénotypes ont été adaptatives jusqu'à dans notre histoire récente. Donc pour finir, je vous rappelle juste un peu ce voyage de tout ce que ça a été la diversité génétique, en partant du peu de diversité génétique qu'ils ont les humains, mais que malgré tout on s'est exploité, on s'est le creusé, et que cela nous a permis à la communauté en général de soutenir l'origine récente et africaine de l'homme en Afrique, de montrer que même à niveau des continents, on peut trouver une structure génétique qui, pour la plupart des cas, reflète la position simplement géographique des populations, qui peut aller jusqu'à des régions comme par exemple le Royaume-Uni, des régions encore beaucoup plus restreintes que le continent européen, où on trouve une structure génétique qui se traduit finalement, on peut aller jusqu'au niveau de la famille. Dans notre cas, et plus généralement en génétique de population et en biologie évolutive, l'idée, c'est essayer de continuer à étudier différentes populations humaines qui présentent différents modes de vie, chasseurs-cueilleurs, agriculteurs, qui vivent dans différents environnements, essayer de comprendre leur profil génétique et leur profil épigénétique, dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais c'est toute une autre couche de variabilité dans notre génome qui va aussi influencer nos phénotypes, et comment, par exemple, la génétique et l'épigénétique, dans le cadre de mon laboratoire, va influencer des phénotypes. Nous, on s'intéresse aux phénotypes immunitaires.
et comment finalement l'intégration de tout cela va nous aider d'un côté à mieux comprendre l'histoire des populations et de l'autre côté de comprendre l'histoire de nos phénotypes, de la variabilité de nos phénotypes et dans quelle mesure certains d'entre eux ils ont conféré un avantage adaptatif, donc une adaptabilité. Merci.